ça monte. Et il siffle la fin du match, le champion. Je suis arrivé à l'OM en juillet 80 exactement. J'avais 16 ans et j'ai effectué mes débuts professionnels sous le maillot blanc à Avignon lors d'un match de deuxième division Avignon-OM. C'était en mai 81. Contrairement à ce que beaucoup pensent, et voire même à la légende, je suis pas marseillais. Je suis né à Avignon, vauclusien et issu d'un petit village du Luberon qui s'appelle Robion. Mon enfance ça a été du foot. Moi, dans ma tête, déjà tout petit, je savais ce que je voulais faire, quoi. Moi, pour moi, il n'y avait que le foot qui comptait. J'y ai toujours cru, c'est fou quand j'y repense aujourd'hui. Alors, ça paraît improbable, mais c'est comme ça. Avec qui? Avec eux? Le club a commencé à vaciller, donc là on est en 80-81, je viens d'avoir 17 ans. Et là, avant même d'avoir commencé à espérer être professionnel, puisque ça faisait quoi? Ça faisait 8 mois que j'étais à l'OM. Ben là on me dit, voilà, ta carrière est finie, le club dépose le bilan et le club va disparaître. L'OM, c'est fini. L'Olympique de Marseille a été déclaré ce matin en cessation de paiement par le tribunal de commerce. Le jour où ils annoncent la liquidation judiciaire du club, il y a une grande photo en première page du Provençal à l'époque, où on voit un vieux monsieur assis devant le stade Vélodrome en train de pleurer. Je me souviens toujours de cette une parce que pour moi c'était la fin de ma carrière, quoi. Et donc il y a eu un plan de relance qui a été mis en place, mais la condition c'était de se séparer de tous les professionnels, en garder simplement 4 et pour repartir avec les jeunes. Les pros s'en allèrent pour laisser la place à des gamins opérant en 3e division. Rappelez-vous, ils avaient pour nom Caminiti, Lévy, Anigo, Dimeco. Il fallait engranger un peu des points pour ne pas descendre en 3e division, quoi. Là, ça aurait été, même si le club avait été sauvé financièrement à ce moment-là, sportivement, je pense que le club ne se serait jamais relevé d'une telle mésaventure. D'un événement qui devait être la catastrophe, une catastrophe pour moi, c'est devenu un coup de bol pas possible, puisque je me suis retrouvé donc à 17 ans, au bout de 8 mois de centre de formation, à être intégré donc à l'effectif professionnel qui allait finir le championnat de 2e division. Et surtout, je vais faire mon premier match en professionnel en 2e division. Ces 6 matchs se soldent sur aucune défaite. Je ne sais plus exactement le bilan, mais grâce à ces 6 matchs et grâce aux minots de l'époque, le club est sauvé sportivement. Et voilà comment la vraie aventure du professionnalisme a commencé pour moi. L'Olympique de Marseille surprendra toujours. Pratiquement condamné à mort au mois d'avril dernier, voici l'OM, 6 mois après, au premier rang de son groupe en 2e division, jouant devant plus de 20 000 spectateurs, tout d'abord surpris, puis enthousiastes. Voilà, donc ça c'était il y a 30 ans. Dimeco, sur une nouvelle faute et un coup franc semblable au premier, récupérait le ballon mal repoussé pour puissamment inscrire le 3e but à la 79e minute. Chaque année, là, à partir de la fameuse épopée des minots,
chaque année, les ambitions étaient plus grandes au sein du club et chaque année, il y avait un des jeunes joueurs du club qui disparaissait. Souvent parce que c'était pour l'image du club, il fallait revenir aux stars et les jeunes minots de l'époque, c'était plus très glamour quoi, au bout de quelques temps. Pour l'année de la montée, la première année en première division, je crois qu'il devait en rester 4 ou 5. Un coup franc en diagonale et à la limite des 18 mètres, Dimeco qui était entré à la place de De Falco. Et à l'arrivée, dans la fameuse période dorée du club, donc entre les années 88 et 94, je suis resté le seul, quoi. J'étais le porte-drapeau de cette génération, alors qu'au début, j'étais pas ni le favori, ni celui qui avait le plus de possibilités pour réussir. Un long centre au deuxième poteau cette fois et Cunningham de la tête qui remet pour Dimeco qui marque 2-1 pour Marseille après 41 minutes de jeu. Dimeco lui est âgé de 19 ans, il est stagiaire 3e année à Marseille dont c'est l'un des grands espoirs et ceci est son premier but en première division. Et malheureusement, la saison d'après arrive. Bernard Tapie rentre dans une politique de reconstruction du club et surtout de reconstruire l'Olympique de Marseille pour en faire devenir un club de très haut niveau et le numéro 1 français. Et donc là arrivent les JPP, Alain Giresse, Gigi. Et donc moi je comprends très vite qu'il n'y aura pas la place pour un jeune joueur. Et je trouve Nancy par hasard. Et je tombe dans un club avec un jeune entraîneur plein de qualités qui m'a marqué, qui s'appelait Arsène Wenger. C'est la première fois que j'ai reculé sur le terrain, c'est à ce moment-là. Je me suis retrouvé donc à jouer contre Nice dans un poste de latéral gauche à 5 défenseurs. Pour qu'un joueur qui est attaquant, qui a fait toute sa formation attaquant, se retrouve à devoir devenir arrière, quoi. C'était la loose, quoi. À l'époque, un attaquant qui devient défenseur, c'est le mec, il a tout raté, quoi. Et je fais mon meilleur match de la saison. À la fin de cette saison-là, Hervé Gauthier s'appelait l'entraîneur d'Angers à l'époque. Juste avant que je parte en vacances, il vient me voir pour me récupérer à Angers. Et lui me propose un poste d'attaquant à Angers. Et c'est la seule solution que j'ai à ce moment-là pour un petit peu relancer ma carrière. Et donc je lui dis OK. Donc je vois Jean-Pierre Bernet, je lui dis voilà, écoute, j'ai trouvé un club, arrange-toi avec eux pendant que je suis en vacances. Quand je reviens, je signe et je pars à Angers. Donc j'ai fait mes 15 jours de vacances en Grèce. Et quand je reviens de mes vacances, je vais voir Jean-Pierre dans son bureau. Et voilà, je lui dis c'est bon, tu t'es arrangé avec Angers. Je peux partir, je peux y aller. Et là, il me dit non, tu vas pas à Angers. Gérard Banide veut te récupérer en stage. Il veut t'essayer pendant 15 jours arrière gauche. Puis j'étais tellement content de pouvoir repartir avec l'équipe professionnelle. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour rejouer avec le maillot de l'OM. Que j'ai dit, allez, banco, tant pis, c'est bon. Ouais, tant pis, s'il faut jouer défenseur pour reporter ce maillot-là, allons-y. Et donc je me retrouve avec comme mission de pouvoir prouver que je suis capable de jouer arrière-gauche en 15 jours. Et pendant les séances d'entraînement, j'étais devant, derrière, j'avais pas de rate là. Je taclais tout ce qui passait dans mon périmètre, je coupais en morceaux et je centrais. Et presque je centrais, je reprenais de la tête dans les 18 mètres tellement que j'avais envie de jouer, quoi. Et à l'arrivée, quand je reviens ici à Marseille, quand on revient de stage, Jean-Pierre me prend dans son bureau en me disant bon ben voilà, c'est bon, tu restes avec nous. Et je reporte le maillot blanc de l'OM en étant arrière-gauche, quoi. Voilà. Je sais pas, 2 mois avant, j'étais là-bas devant, au loin, proche de la ligne de touche, ailier gauche. Et là, je me retrouve arrière-gauche, un nouveau poste pour moi, à l'endroit qui va devenir mon jardin pendant quelques années. C'est fou. À 15 jours près,
si j'ai pas ces fameuses vacances en Grèce, je signe à Angers. Et puis c'est fini, quoi, c'est cuit. Une fois que je signe à Angers, je me perds au fin fond de la Ligue de la deuxième division à l'époque, comme un improbable attaquant qui va marquer 5 buts par an, quoi. Et c'est là que bon, la mauvaise réputation a dû commencer parce que dans mon couloir, là derrière, comme j'avais pas trop des réflexes de défenseur, je jouais défenseur encore comme je défendais quand j'étais attaquant. Donc c'était des grands tacles de 20 mètres, les deux pieds en avant, voire les pieds décollés du sol, c'est-à-dire le genre de tacle normalement maintenant on te met en prison quand tu les fais. Ben là à l'époque c'est voilà et voilà, ça a été mon style, quoi. Je défendais comme quand j'étais attaquant. Cette équipe-là, cet effectif-là et surtout le détachement qu'on avait à l'époque avec le résultat nous a permis de gagner ce titre. Donc c'était un match contre Auxerre ici. On a eu la chance aussi, quand tu gagnes un titre, c'est bien de le gagner à la maison parce que les supporters sont là. Et nous, on a eu la chance cette première année-là de gagner le dernier point qui nous manquait pour être champion officiel ici contre Auxerre. C'est extraordinaire. On est le score, c'est 0-0 PSG. On est champion, c'est fantastique. Je suis arrivé au club, on venait de descendre en deuxième division. 9 mois après, le club a failli disparaître. Et maintenant, je me retrouve la champion de France. Je me rends pas trop compte encore, mais c'est super. Et je voudrais profiter du moment pour saluer les anciens minots, grâce à qui on serait peut-être pas là ce soir. Et alors, je voudrais saluer José, le Grec, le Baron, tout le monde. Et je les représente un petit peu ce soir. C'est vrai que cette saison pour moi a été c'est fou, quoi, à quelle vitesse c'est passé de l'anonymat de la deuxième division à l'équipe de France en passant par un doublé, donc ce titre de champion acquis ici contre Auxerre. Et surtout une finale de Coupe de France qui est encore dans la mémoire de beaucoup de supporters marseillais, mais aussi dans la mémoire de beaucoup de supporters de foot. Les spécialistes s'accordent à dire que c'est sûrement une des plus belles finales de Coupe de France qui a eu lieu. Donc voilà, on se retrouve au parc contre Monaco, quoi, et on gagne 4-3. JPP met 3 buts. C'était une finale de rêve et surtout ça a été un match de rêve. Même si je me suis imposé assez rapidement quand je suis devenu arrière-gauche, j'ai quand même cherché longtemps mes marques parce que c'était pas évident d'évoluer à ce poste-là et ces garçons-là m'ont fait progresser à une vitesse, quoi. Quand tu as la chance de jouer arrière-gauche dans une équipe où il y a Karl-Heinz Foster, Yvon Leroux, Carlos Moser, l'apprentissage va plus vite. Et puis c'est surtout que quand tu fais une connerie sur ton côté ou quand tu es trop parti devant, là, eux ils sont là, ils colmatent les brèches et donc les conneries se voient plus, quoi. Et je suis plus sorti de l'équipe jusqu'à la finale à Bari. On est champion encore une fois et il y a notamment un match. Je me pète les croisés lors de ce match. Et à l'époque, les docs et les kinés me cachent un petit peu que la blessure est grave, quoi. Rupture des croisés. Parce qu'il y a la finale de la Coupe d'Europe derrière à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et que moi, je veux pas rater ce match-là. Je fais beaucoup de rééducation. Et malgré tout, Bernard Tapie, il pense que je suis cuit, quoi, que je ne pourrai jamais jouer cette finale-là. Et là, je me souviens, je l'ai su qu'après, longtemps après, mais Carlos Moser était allé voir le boss en lui disant Eric, il a fait tous les matchs,
Il a fait tous les matchs. Et là, il y a le gâteau qui arrive et voilà, il ne va pas en manger. S'il faut que je joue pour deux, pour qu'il joue, je jouerai pour deux, mais il faut qu'Eric y joue. C'est une anecdote que j'aime raconter parce que c'est tellement particulier dans ce métier-là et ça m'a touché, quoi. Et à l'arrivée, je joue cette finale à Bari. Numéro 1, Pascal Olmeta. Numéro 2, Manuel Amoros. Numéro 3, Eric Dimeco. Et ce match-là, qu'on devait gagner 100 fois, on le perd au pénalty, quoi. Ah, tout le monde se souvient des larmes de Basile à Bari. Je me suis dit, bon, tu as raté l'occasion de ta vie, quoi, c'est fini. On peut perdre, mais là, c'est vrai que ça s'était passé d'une manière où on était passé à côté, quoi. On s'est retrouvé en finale de la Coupe d'Europe contre le grand Milan AC à Munich. 2 ans après la déconvenue de Bari, quoi, ce qui était inespéré. Voilà. Moi, je pensais que ça m'arriverait plus jamais. On avait fait une préparation un peu Club Med, quoi. On s'était retrouvé dans un hôtel dans la campagne de Munich. On s'entraînait sur le petit terrain champêtre qu'il y avait en face de l'hôtel où tout le monde pouvait venir nous voir. On déconnait, on envoyait des seaux d'eau aux journalistes qui étaient là à l'époque avec nous. C'était la meilleure manière de préparer ce match-là, quoi. Le Milan AC, c'était la plus grande équipe du monde à l'époque, et donc le fait de ne pas être favori nous a libérés et nous a enlevé beaucoup de pression, quoi. La cravate autour du cou, l'Olympique de Marseille s'en va chercher sa Coupe d'Europe. Il est 17h. Arrivé au stade, 2 heures avant le coup d'envoi, direction les vestiaires. Dans le vestiaire, il n'y avait pas un bruit. C'est particulier un vestiaire avant un match. Bon, quand tu es trop sûr de toi, ça parle un peu dans tous les sens un manque de concentration des fois fait que des fois tu passes à côté parce que tu es trop sûr de toi. Quand tu doutes vraiment, des fois tu as des joueurs qui ont besoin d'être rassurés, alors tu as l'entraîneur ou le président ou certains joueurs qui essaient de rassurer un petit peu les mecs. Et là, il y avait une atmosphère particulière dans ce vestiaire-là. Et le match, on s'en souvient tous, hein, on est dominé en début de match. C'est une souffrance, quoi. Et il y a Fabien qui nous fait le match de sa vie. Bon, il en a fait d'autres de matchs de sa vie, Fabien, derrière, mais il fait 3 ou 4 arrêts miraculeux. En plus, on a Basile qui a un problème au genou, qui demande à sortir en première mi-temps. Enfin, ça s'engage pas très bien. Et puis, il y a ce fameux corner avant la mi-temps, quoi. Abedi va le tirer. Et je vois encore ce ballon qui se lève là. En réalité, moi sur le coup, je vois les filets trembler. Mais je ne sais pas qui c'est qui a marqué parce qu'il y a 4 ou 5 mecs qui sautent au milieu de la surface là. Et après, je vois Basile partir en courant, hein, tout le monde qui lui saute dessus, donc je comprends que c'est Basile qui a marqué. C'est irréel sur le coup et voire inespéré parce qu'on avait tellement souffert en début de match que c'est un peu un hold-up sur le coup. Et on rentre au vestiaire à la mi-temps. Là, pareil, quoi. C'est une sérénité dans ce vestiaire. Alors bon, il y a toujours, à la mi-temps de match, il y a toujours le coach ou le capitaine ou un ou deux joueurs qui
qui continuent à mettre la pression. Bon, ben là c'était simple, hein, il fallait tenir, quoi. On avait 45 minutes pour atteindre notre rêve. Et il fallait tenir, on savait qu'on allait souffrir. Et après, voilà, j'ai le souvenir d'une deuxième mi-temps longue. Qu'est-ce qu'elle était longue, cette deuxième mi-temps, où on a souffert. Et mon souvenir le plus fort de cette finale, c'est le coup de sifflet final, quoi, parce que ça a été une libération. Ce coup de sifflet final, je suis tombé à la renverse et là je crois que j'ai ma carrière qui a défilé, quoi. Pour moi, c'était 13 ans de vie avec ce club. Voilà, j'étais arrivé 13 ans avant. Là, à ce moment-là, j'allais faire 30 ans. Et j'arrivais à gagner le plus beau titre qu'on peut gagner avec un club, dans le club de mon cœur, quoi. Voilà, le club pour lequel j'ai vibré quand j'étais petit, le club pour lequel je suis venu à 16 ans à Marseille, dans la grande ville pour moi, pour apprendre mon métier. Et du coup, j'étais champion d'Europe. Et là, ça a été une des plus grandes émotions de ma carrière. Ouais. Ce coup de sifflet final. Le match en lui-même, ça a été une longue souffrance, notamment la deuxième mi-temps, mais là, le coup de sifflet final, ça a été, je l'ai encore, je l'entends sonner dans mes oreilles. Ouais. Ça a été le grand moment du match. Voilà, et là, on sort avec la coupe en main, c'est Didier Deschamps avec sûrement Basile qui devait pas être très loin, qui sortent les premiers. Et là, il faut s'imaginer le stade Vélodrome où il y a 45 000 pour un match. C'est-à-dire, les gens sont assis, les gens ont leur place. Là, je crois qu'on faisait rentrer tout ce qui pouvait rentrer. Et là, quand on est sorti là, ça a été l'explosion, quoi. Les gens attendaient depuis longtemps, ils ont pu voir enfin la Coupe d'Europe et nous on s'est vraiment rendu compte de le bonheur qu'on avait procuré aux gens, quoi. Il y avait des familles qui étaient là avec le père, la mère, les enfants. On prenait la coupe, on la soulevait, on faisait le tour comme ça et c'était l'applaudimètre, quoi. Et puis voilà, et donc à un moment donné, ça arrive à moi. Et donc je vais au milieu de terrain, je vais prendre ma Coupe d'Europe. Et je me souviens, je tremblais, je pleurais, je tremblais. Et il y avait Bernard Tapie, il y avait Jean-Louis Lovreau, je ne sais plus qui y avait là, qui était venu me tenir parce que j'allais tomber dans les pommes, quoi. J'allais tomber dans les pommes. Ils ont dû voir que j'étais un peu moyen, quoi. Et là, j'avoue que c'est encore aujourd'hui, quand j'en parle, ça me fait quelque chose parce que pour moi, c'est le truc irréel, quoi, voilà. Et moi, j'avoue que à partir de ce moment-là, je crois que j'ai plus touché terre, quoi, voilà. Là, j'avoue que ça a été, pour moi, c'est le moment le plus émouvant de ma carrière. Et à la fin de cette saison 93-94, le club est rétrogradé en deuxième division à cause de l'affaire OMVA. J'ai pris la décision de partir parce que j'étais en fin de contrat et parce qu'aussi l'équipe de France j'avais envie de vivre cette compétition. En plus, c'était en Angleterre, le championnat d'Europe en 96. J'avais envie de participer à cette compétition et donc je suis parti à Monaco.
quand on me dit quel est le point culminant de sa carrière, pour moi, c'est avoir joué pour ce club et avec ce maillot pendant aussi longtemps et avoir gagné des titres. Voilà, ça vaut tout pour moi. Et j'ai été gâté, ouais, j'ai été gâté. Voilà, des minots, on va dire itinéraire de minot gâté. Voilà, ça fait une petite passerelle par rapport à un titre de film très connu. Voilà. Itinéraire de minot gâté, c'est bien ça. Non, on va dire ça.